Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir même. Bonsoir. Bonsoir Théo, bonsoir Vincent, bonsoir Guillaume. Je vais tout de suite organiser le partage d'écran. Voilà, on attend que Guillaume, voilà, qui nous entendait. Bienvenue Guillaume, la santé mentale des enfants placés. Oh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde ce soir d'après notre petit compteur. Merci à vous pour notre énième. Alors Vincent va peut-être nous donner le compte exact, mais le énième 68e, webinaire, hein, on doit être 68e, près de 70, 68e webinaire. 68e webinaire. Bon, donc on en est effectivement très satisfait. Ce soir, on est très heureux d'accueillir Guillaume Bronsard. Et on va passer quelques petites infos techniques. Alors, l'une d'entre elles, peut-être immédiatement, Vincent, on a eu un petit problème de site internet. Il y a une petite coupure du site internet aujourd'hui, donc vous avez peut-être peiné un petit peu à vous inscrire aujourd'hui si vous êtes inscrit aujourd'hui, mais du coup, tout est rentré dans l'ordre et vous pouvez de nouveau accéder au site internet de la PPEA aujourd'hui, malgré la coupure depuis ce matin. Voilà. Donc, les petites informations habituelles hein, sur le webinaire. Il est enregistré, vous le savez, il est accessible en replay dès demain matin. Et vous aurez également le PDF du support PowerPoint que Guillaume Bronsard nous présentera dans les 30-40 minutes de sa présentation. Voilà. Alors, concernant les attestations, alors on ne peut pas fournir d'attestation de formation parce que ça n'est pas une formation, hein, c'est une sensibilisation, c'est une information professionnelle, un suivi. Voilà. Et donc, si vous souhaitez avoir une preuve en quelque sorte de votre présence avec nous et du suivi, ben, le conseil, alors pour votre CPF ou votre employeur, votre service, vous enregistrez le mail avec lequel vous avez reçu le mail de connexion et vous faites une capture d'écran et avec ça, vous aurez une justification. En ce qui concerne voilà, la suite avec vos questions, vos remarques, vous avez le chat. N'oubliez pas de cocher à tout le monde parce que vous avez aussi une petite rubrique où vous ne vous adressez qu'à nous. Alors adressez-vous seulement à nous quand vous avez des problèmes techniques. Voilà. Sinon, bien entendu, ça concerne le contenu de cette rencontre. Donc, vos commentaires, vos questions, au fur et à mesure, elles seront traitées par Théodore et par Vincent, qui sont donc en définitive dans les coulisses ou qui vont aller ensuite dans les coulisses. On peut y répondre, bien entendu, de façon directe, sauf pour Guillaume Bronsard, qui sera, bien entendu, complètement concentré sur la présentation de sa communication. Voilà. Et en deuxième partie, on fait la synthèse, hein. Alors des fois, c'est un peu frustrant. Votre question n'est pas passée, mais en tout cas, elle a pu être souvent affichée sur le chat. Et c'est pour cela que voilà, ce chat est toujours intéressant à voir ensemble. Guillaume Bronsard, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, merci infiniment, Guillaume, professeur de pédopsychiatrie au CHU de Brest, directeur du département de sciences humaines et sociales. Alors, au Purbeau, vous allez peut-être nous dire ce que c'est. Beau, je sais que c'est Bretagne-Ouest, hein, Université Bretagne-Ouest. Voilà. Donc, Bretagne occidentale, pardon. La vraie Président Bretagne. de... Pardon? La vraie Bretagne, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Moi qui connais bien le Morbihan, je ne ferai pas de commentaire. Président de l'école des parents et des éducateurs d'Île-de-France, où vous avez succédé à Philippe Jamet. Par ailleurs, puisque nous nous sommes rencontrés au colloque de la Fondation OVE début novembre sur les jeunes au comportement qui dérange, qui était un très beau colloque, et j'en profite pour saluer les collègues de Martinique qui nous ont envoyé des petits mots sur le chat là. Voilà, où elle était organisée avec l'équipe de l'air, hein, l'association des ITEP et de leur réseau, avec la présence de Roland Disly, leur président.
Donc, je sais, quand on s'est rencontrés et lié amitié, je sais que vous avez passé quelques années à Marseille aussi, Guillaume, et travaillé dans l'équipe de Marcel Ruffo. Donc, avec deux parrains exceptionnels comme cela, on est ravis que vous engagiez dans ce chemin qu'ils ont ouvert. Une belle découverte aussi de vos travaux et études sur la santé mentale de ces enfants placés, rejetés, maltraités, incasables, dans tous les cas dérangeants. Voilà, les enfants et les adolescents de l'ASE, de la PJJ, des ITEP, d'ITEP, vous les connaissez bien, et principalement leurs profils, divers bien entendu, mais surtout leurs besoins, souvent similaires, d'accompagnement, de protection, de soins, de contenance, de permanence. Voilà. Donc vous nous direz sans doute leur incapacité à penser la souffrance derrière leur agitation ou leur repli, et puis les réponses, bien entendu, qu'on peut leur apporter. Voilà, je pense que, alors là, il y a marqué en attente de contrôle. Donc, est-ce que vous pouvez me redonner l'autorisation? J'ai dû laisser passer quelque chose parce que je l'avais fait pour que vous puissiez avoir le contrôle de l'écran. On va recommencer un petit peu. On s'excuse auprès des personnes qui De céder le suivent. contrôle à distance, mais je n'ai pas la. Alors, CDE et ça ne Voilà, pas c'est bon. Normalement, vous avez le contrôle, c'est s'afficher sur mon écran. C'est bon? Ça y est, oui, très bien. OK. Merci beaucoup Robert Voyezopoulos pour cette belle invitation. Je ne connaissais pas assez, on jalouse bien en pédopsychiatrie ce genre de dynamique très, très active, très investie que vous avez dans le champ de la psychologie. On la jalouse un peu quand même. Alors, merci pour cette introduction à la fois formelle et ouverte, et je vais donc vous parler pendant une petite quarantaine de minutes de l'incroyable difficulté que nous avons du côté des soins psychiques, du côté de la psychiatrie de l'enfance, de s'articuler avec nos collègues, enfin de temps en temps, nos partenaires, en tout cas ceux que nous avons très régulièrement en face dans nos urgences, dans nos hôpitaux de jour, dans nos CMP, les enfants de la protection de l'enfance. Je vais parler principalement de l'enfance et de l'adolescence, peu de la périnatalité. Je mets aussi de côté, parce que c'est un sujet en soi que je n'aborderai pas de façon spécifique, sur la situation des mineurs et non accompagnés, qui font aussi partie de la protection de l'enfance. Mais là, je vais vous parler principalement des enfants plutôt grands et des adolescents de la protection de l'enfance qui se retrouvent en file pas tellement calme dans nos hôpitaux et qui, à partir du vendredi de fin de journée, se présentent très, très régulièrement aux urgences de pédiatrie ou de psychiatrie selon leur âge. Alors, cette articulation médiocre entre nos deux grands services, nos deux champs, celui de la protection de l'enfance et celui de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, je vais essayer de vous en donner quelques raisons de cette bien difficile, bien médiocre articulation, et puis en espérant, deuxième partie, vous donner quelques pistes, quelques retours de nos expériences, quelques données, quelques connaissances aussi qu'on peut avoir sur la réalité de leur santé mentale. Alors je vais prendre comme premier exemple une caricature presque grossière, celle de l'adolescent incasable, c'est-à-dire celui pour lequel ni les uns ni les autres n'arrivent à le caser. Alors le premier constat assez paradoxal, presque contre-intuitif, ce n'est pas du tout que en fait l'adolescent n'a pas de case, mais qu'il en a trop. En fait, son problème, c'est parti tout seul. Il faut que je revienne en arrière. Je n'arrive pas à revenir en arrière. Ah, ça y est, voilà, pardon. Le problème donc, principal de cet adolescent incasable, ce n'est pas du tout qu'il n'a pas de case, mais au contraire qu'il en a trop. C'est parce qu'il appartient de façon concomitante à plusieurs champs, et en général au moins trois, celui de la protection, celui du soin et très régulièrement celui de la justice du côté du pénal, et que ces trois champs considèrent qu'ils relèvent des deux autres champs que lui. C'est ça finalement la définition de l'adolescent incasable, c'est celui dont on pense qu'il relève des autres champs que le nôtre. Et tout ça se fait dans une ambiance plutôt
tendue, plutôt même culpabilisante pour nous les professionnels, parce que nous ne cessons de dire qu'il n'est pas pour nous à une heure où nous ne cessons aussi, de façon tout à fait paradoxale, de dire à quel point nous sommes favorables au réseau, à l'ouverture, au décloisonnement. Il faut cesser les silos, il faut abattre les cloisons, laisser entrer le soleil. Enfin bon, nous avons une espèce de discours extrêmement porté vers l'ouverture, et dans la situation de l'incasable, nous sommes très portés vers la fermeture, tout en argumentant qu'il sera bien mieux sans nous, bien mieux avec les autres qu'avec nous. Donc, il appartient à plusieurs champs, c'est sa première caractéristique. La deuxième, et c'est très lié finalement, ça va expliquer la première, c'est que cet adolescent a des représentations très chargées sur le plan affectif, mais à la fois très confuses, alors que vous allez voir, leur qualification est d'une radicalité, d'une simplicité terrible. En fait, on va se disputer tous, les trois champs, pour savoir quelle étiquette l'emporte. Est-il bad, c'est-à-dire mauvais, garnement, délinquant? Est-il mad, c'est-à-dire fou, furieux pour la psychiatrie, ou est-il simplement sad, c'est-à-dire un enfant à protéger qui a beaucoup souffert? Bien entendu, aucune de ces trois étiquettes n'a la moindre valeur sur le plan éthique, mais elles sont pourtant extrêmement utilisées, et dans les grandes synthèses que nous faisons autour de ces incasables, où parfois nous sommes 20, 25, 30 à passer notre temps à dire en quoi il a d'abord les deux autres étiquettes plutôt que la nôtre. Bad, mad, sad, donc à une lettre près, on est dans le même mot, et pourtant ces trois termes, ces trois qualifications tout à fait grossières ont un énorme impact et essayent sans cesse de nous justifier que ce n'est pas pour nous. Tout ça est probablement porté par quelque chose finalement de beaucoup plus intime, de beaucoup plus profond et très personnel. C'est notre propre peur de la crise et bien sûr de la violence. Violence, qu'elle soit réelle ou supposée, il suffit que nous ayons peur pour, lorsqu'on est dans la protection, penser que ça relève de la psychiatrie, et lorsqu'on est dans la psychiatrie, penser que ça relève de l'éducatif ou du pénal. Donc de toute façon, la violence peut nous permettre, ou la peur de la violence peut nous permettre de tourner sans cesse d'un de ces trois champs à l'autre. Donc nous sommes face à ce blocage très, très radical, très caricatural, dans une ambiance sociétale actuelle qu'on peut faire au moins remonter à une trentaine, une quarantaine d'années, qui est une tendance très forte, très installée, très certaine de judiciarisation des comportements et de la médicalisation. Alors je commence par quelque chose qui est moins ma spécialité, la judiciarisation, mais je voudrais vous donner cet exemple extrêmement clair, frappant, peu discutable, celui de La guerre des boutons, écrit il y a 100 ans par Louis Pergaud, tourné dans les années 60, Yves Robert, et puis vous connaissez ce film. Eh bien, si vous utilisez le scénario de La guerre des boutons, si vous le faites passer au code pénal des mineurs actuel, eh bien, le braque serait incarcéré. Ça a été bien étudié par un sociologue, Bertrand Roté, il y a une dizaine d'années, qui montre que le braque, si vous le passez actuellement au code pénal des mineurs, eh bien, il est incarcéré sans le moindre doute, et ça a été largement confirmé de façon sérieuse et pas du tout dans un militantisme excité, c'était tout à fait clair, et ces sergents auraient du sursis mis à l'épreuve. On pourrait rajouter, pour la psychiatrisation, qui est mon deuxième élément, que les enfants qui étaient victimes de ces exactions d'un des camps contre l'autre, eh bien, seraient probablement adressés aux urgences, probablement dans des circuits de psychotraumatiques. Donc, il y a eu une judiciarisation très intense des comportements perturbateurs des enfants, associés de façon très concomitante à une médicalisation très forte. On a 1000 exemples sur ça. Je vous en donne au moins deux. Le premier, c'est celui des dossiers MDPH dans le champ psychique. On avait fait cette simple mais valable étude de l'évolution des demandes de dossiers MDPH pour les enfants. J'avais fait ça dans les Bouches-du-Rhône il y a quelques années. Eh bien, en 15 ans, début des années 2000 et 15 ans plus tard, donc vers 2016-2017, les dossiers étaient passés de 4 800 par an à 28 000. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 ans, c'est-à-dire absolument rien sur le plan de l'évolution de la pensée, de l'évolution d'une société, eh bien, il y avait eu 6 fois plus de demandes acceptées, je ne parle même pas de celles rejetées, de demandes acceptées de qualification par le handicap psychique
de nouveaux troubles. Alors, c'était évidemment pas la paraplégie, la surdité ou la cécité, c'était évidemment pas dans le champ sensoriel ou moteur qu'il y avait eu une augmentation telle, mais sur deux diagnostics du champ de la pédopsychiatrie, c'est les troubles d'apprentissage, une médicalisation de l'échec scolaire furieuse à partir de la fin des années 90, et le deuxième, une médicalisation des troubles du comportement qui était de passer de l'agité insupportable à un enfant souffrant de troubles de l'opposition à les provocations ou de troubles des conduites. Voilà, donc une transformation sociétale, je ne la juge pas de façon strictement négative, ça a permis aussi de bien meilleures prises en charge, plus précoces, mais constatons qu'il y a eu en l'espace d'une trentaine d'années une incroyable judiciarisation, donc bien loin de l'idée générale de laxisme juridique. Les qualifications pénales sur les enfants et les adolescents sont bien supérieures auparavant, et une médicalisation du côté pratiquement exclusivement de la psychiatrie. Ça a été largement porté aussi par, ou plutôt exprimé par les évolutions autour du DSM, où vous savez qu'il y a eu un nombre beaucoup plus élevé de qualifications possibles. Mais là encore, ce n'est pas une critique simple, il y a énormément d'atouts et d'avantages aussi à cette médicalisation. Le problème, une fois qu'on voit et on subit, on s'expose à cette judiciarisation, à cette médicalisation, c'est de savoir comment nous, professionnels, on peut se positionner par rapport à ça et pas simplement obéir aux attentes portées par la société sur ça. Donc, comment se répartir les rôles, c'est évidemment notre grand sujet et de notre grand projet. Alors, mince, je n'arrive pas à... Je le fais. Voilà. On va éviter deux choses, nous cliniciens ou nous éducateurs. Il y a deux pièges évidemment opposés, celui de la surmédicalisation, avec un médicalisme furieux et incontrôlé du comportement, des crises autour des troubles du comportement, mais je vous assure qu'il y a tout autant un risque inverse, qui est celui de la sous-médicalisation, avec une incapacité quasi intrinsèque à pouvoir penser la souffrance autrement qu'en termes de psychiatrie, et à penser qu'il y a des troubles et une souffrance psychique derrière du repli, mais aussi derrière de l'agitation, avec des adressages très tardifs. Je vous parlais tout à l'heure des adressages par les urgences, qui sont un mode d'accès des enfants de l'ASE à la psychiatrie qui est tout à fait défaillant, tout à fait perturbant, et qui pourtant est extrêmement utilisé. Je finis par deux risques aussi que nous avons dans les qualifications, on va dire, diagnostiques, nosographiques, avec cette opposition beaucoup trop formelle, beaucoup trop forte, avec d'un côté les TND, de l'autre le psychotrauma complexe, qualification très récente, hein, c'est 2022, le psychotrauma complexe dans la CIM 11, donc c'est extrêmement récent, ça a été débattu pendant presque 40 ans sur le fait que ça existe ou pas, sur le plan nosographique, un psychotrauma complexe, ça a été validé par la CIM 11 il y a 3 ans, donc c'est très très récent, mais vous remarquerez que ces deux groupes de troubles sont les deux seuls troubles dans le DSM ou dans la CIM qui présupposent une causalité. Le premier est TND avec une organogénèse neurobiologique, et la deuxième, du côté du psychotrauma, avec une causalité psychogénétique, c'est-à-dire avec un facteur causal désigné qui est le traumatisme repéré. Il faut qu'il soit à peu près conscient, repéré en tout cas, et qui va nous expliquer l'état. Donc c'est le risque, si vous voulez, avec ces deux diagnostics, c'est de sortir trop rapidement de la complexité de la psychopathologie, mais aussi du neurodéveloppement, hein, ce n'est pas uniquement réservé à la psychopathologie, et que dans le cas des enfants placés, dans le cas des enfants qui ont à la fois souffert d'attaques, d'agressions, d'abus, je vais en discuter tout à l'heure, il peut bien entendu y avoir des fragilités neurodéveloppementales, et il serait bien dommage d'opposer l'un à l'autre. Donc je vous propose un maintien de la complexité conceptuelle pour arriver à une psychiatrie humaniste. Toute psychiatrie simpliste ne l'est pas. Si tu peux avancer, Robert. Alors, qui sont les enfants placés? Presque 400 000 sont confiés à l'aide sociale. La moitié d'entre eux sont placés, c'est-à-dire vivant strictement et formellement en dehors de chez eux, parce que la société a considéré, après enquête, après jugement, parfois très rapide, hein, ça peut être en urgence, vous savez, une OPP,
eh bien, qu'ils étaient en danger. En danger principalement de développement et principalement, vous allez voir, de développement psychique. Les moments où on plaçait les enfants pour défauts matériels, insuffisance alimentaire, insuffisance de vêture, peuvent exister encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et le modèle que nous avons en tête, celui du placement de Cosette par sa mère Fantine, qui va demander aide à l'assistance publique pour les placer en famille d'accueil, elle ira chez les Thénardier, n'est plus, bien sûr, parce que ça fait très longtemps, ça fait 150 ans, mais surtout parce que le motif de placement n'est plus exclusivement un problème de défaut matériel, mais un problème de sécurité ou de sécurisation psychique et développementale, ce qui va expliquer des prévalences très supérieures sur le plan psychiatrique de troubles que ce qui a pu en exister auparavant. Les enfants placés le sont actuellement principalement parce qu'ils ont été abusés, abandonnés, battus, ou au moins, et je dis au moins alors que c'est probablement l'élément le plus puissant dans la toxicité, sévèrement négligés. Ils sont 2% de la population, les enfants confiés, c'est beaucoup, 2,5 si on rajoute la PJJ, et on est donc sur un groupe qui pourrait être considéré plutôt de petite taille, et pourtant, ces enfants placés représentent plus d'un quart des SDF, plus d'un quart des SDF sortent de la protection de l'enfance, plus de 1/5 des détenus incarcérés ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance, et quelques études, c'était Maurice Berger qui avait montré ça, que plus de 50% des malades psychiatriques hospitalo-requérants, c'est-à-dire ceux qu'on n'arrive pas à réinsérer, à réintégrer, étaient des anciens enfants maltraités. Alors, trois destinations assez effroyables, et quand je dis effroyable, je ne parle pas du tout pour l'idée qu'être hospitalisé est effroyable, mais ne pas pouvoir en sortir est effectivement tout à fait navrant et tout à fait risqué. Rue, asile, prison, voilà 3 destinations que la société doit absolument considérer comme notre gros échec avant que ça soit évidemment le leur. Donc les enfants placés sont une population très repérable, volumineuse, plus de 2%, et très vulnérable. Si tu peux passer. Alors évidemment que les raisons, vous les pressentez tous. Il y a bien sûr une très haute vulnérabilité psychiatrique, une surreprésentation des facteurs de risque les plus reconnus, les plus indiscutables, et ça c'est connu depuis plus d'une centaine d'années. Bien entendu, en tout premier lieu, l'attachement insécure qui ne permet pas au petit enfant humain de contrôler ses peurs, son immaturité. Le petit enfant humain a besoin d'un incroyable portage pour pouvoir stabiliser ses émotions, puis se développer, puis comprendre, puis apprendre. Il a besoin d'un environnement prévisible, stable, anticipable, chaleureux, même avant d'être aimé. Vous savez, ces discussions, il faut mieux être dans un endroit sécurisé qu'un endroit aimant et pas sécurisé. Donc, des modèles de compréhension qui soient de la psychopathologie, qui soient de la psychanalyse, qui soient de l'attachement, qui soient de la neurobiologie, avec la psychotraumatologie qui montre des effets très puissants, très toxiques des sécrétions excessives de cortisol au moment du stress précoce. Le cortisol, vous savez que c'est tout à fait utile, éveillant lorsqu'il est en aigu, sur quelques heures, mais évidemment, il est très destructeur et très toxique pour le cerveau directement lorsqu'il est chronique, permanent. Il fait en plus, l'hypercortisolisme donne des diminutions importantes de réactivité et d'adaptation à la réalité du stress. Donc, il est à la fois, ça rend défaillant sur notre adaptation au stress, et il est en soi toxique sur le plan neurobiologique. À ça, on rajoute l'exposition pendant la vie fœtale à des toxiques, que ce soit des toxiques légaux ou illégaux, des médicaments ou des drogues. Et bien entendu, ajoutons quelques traumatismes et des lésions directes sur le parenchyme cérébral, et vous avez la totalité des facteurs de risque du développement de troubles psychiatriques. Pour l'humeur, pour l'anxiété, pour la régulation émotionnelle, les troubles cognitifs, le développement, etc. Au point où, aux États-Unis, certains
États ont voulu modifier le nom de la protection de l'enfance, Child Welfare System, aux États-Unis, en Behavioral Healthcare System, c'est-à-dire une bascule directe du champ de la protection vers le champ du soin. C'est à discuter parce que éthiquement, ça risque d'entraîner aussi certains qui n'avaient pas de trouble. Si tu peux avancer. Alors, l'épidémiologie psychiatrique de ces enfants placés, je vous la résume sur quelques éléments. D'abord, une prévalence générale élevée, ou on pourrait même dire très élevée. La prévalence générale en population ordinaire, elle est autour de 10%. Là, elle est 5 fois plus élevée, 50% de troubles qualifiés par le DSM. Une comorbidité très élevée, c'est un deuxième point clinique très utile, parce que ça sous-entend qu'il n'y a pas, en fait, de catégorie très classique dans la nosographie pédopsychiatrique qui nous permet de faire sortir un ou éventuellement plusieurs troubles. La plupart des situations sont des mélanges de troubles avec des troubles internalisés et des troubles externalisés, en gros troubles anxieux et dépressifs mêlés avec des troubles comportementaux et une impulsivité importante, je vais vous le dire tout à l'heure. Quelques troubles absents, très peu ou pas de troubles des conduites alimentaires sur le modèle restrictif, anorexie mentale, ou des TOC. C'est extrêmement rare aussi dans les études qu'on a faites ou celles qu'on a pu explorer en méta-analyse internationale. Surprévalence des filles, très importante surprévalence, c'est-à-dire 2 fois plus de troubles chez les filles que chez les garçons. Les filles de la protection de l'enfance ont à la fois les troubles des filles, c'est-à-dire les troubles internalisés, et des troubles de garçons, c'est-à-dire des troubles du comportement perturbateur. C'est grâce ou à cause de ces troubles comportementaux qu'elles ont été repérées, et donc ça donne une surprévalence des troubles du comportement chez les filles dans les foyers, les familles d'accueil. Si on peut avancer, on a isolé 3 groupes. 3 groupes, et il me semble que c'est important qu'on simplifie justement le fleuve ultra complexe de la description clinique des troubles psychopathologiques et des troubles comportementaux chez les enfants placés, c'est-à-dire les enfants polytraumatisés sur le plan psychique, et on a pu repérer, il me semble que c'est utile sur notre travail de collaboration avec l'ASE, c'est qu'on peut isoler 3 groupes. Le premier, c'est celui des enfants qui n'ont pas de troubles caractérisés. Ça ne veut pas dire que ces enfants sont parfaitement joyeux, dociles, parfaits. Ce sont des enfants qui, bien sûr, ont des éléments anxieux, ont une dépressivité, ont des insomnies, des difficultés scolaires. Il va falloir les accompagner, les écouter et savoir s'en occuper. Mais ils n'ont pas besoin, il ne faut pas qu'ils aient besoin tout de suite, en tout cas, d'approche médico-psychiatrique. Ce n'est pas nécessaire. Ils peuvent avoir un entretien, une rencontre annuelle avec accompagné des éducateurs référents, de la psychologue, etc. On pourrait voir ça, mais c'est important que nous mettions de côté, de la psychiatrie en tout cas, au moins la moitié des enfants placés. Le groupe 2, c'est le groupe sûrement le plus intéressant sur le plan du travail collaboratif, c'est-à-dire près de la moitié aussi, 49%, qui ont des troubles des conduites mêlés à des troubles anxieux, mêlés à une dépressivité importante, mêlés à une dysharmonie cognitive sévère, du 75-80 dysharmonique sur le plan par le WISC, des conduites à risque très fréquentes, impulsivité, fugue, scarification, assez régulièrement des conduites à risque sexuelles. Nous sommes en fait, vus de loin, dans la description très classique qu'on a en psychiatrie adulte, qui est celle des troubles borderline ou de la personnalité dite limite, avec évidemment un modèle sévère. La différence avec la psychiatrie adulte, c'est que l'évolutivité de cette présentation clinique nous empêche de fixer la qualification sur un trouble de personnalité, et ce n'est nosographiquement accepté qu'à partir de l'âge adulte. Donc, je ne vais pas retenir le diagnostic de trouble de la personnalité, trouble borderline, mais ça y ressemble beaucoup, et on pourrait après discuter si c'est ça qui ressemble au psychotrauma complexe. C'est en fait pas tout à fait le cas, mais on pourra en discuter dans les questions si vous voulez. Troisième groupe, le plus important sur nos actions politiques et institutionnelles. Il est très petit, ce groupe, c'est moins de 1%, c'est-à-dire nous avions évalué ce petit groupe, c'est le groupe des grands incasables, qui est évalué à peu près à une dizaine d'individus
pour un département moyen entre 500 et 800 000 habitants, c'est-à-dire à peu près la population du Finistère, hein, c'est 900 000 habitants, sur donc une dizaine d'individus qui ont 3 caractéristiques majeures. Ils ont des troubles psychiatriques chroniques, sévères et durables dans le champ soit de la psychose, soit des très fortes disharmonies cognitives avec des éléments dissociatifs et des éléments en tout cas de perturbation forte du rapport à la réalité, donc qu'on peut mettre sur des nosographies à l'ancienne dans une espèce de spectre psychotique, ça s'appelait comme ça sur le plan épidémiologique, hein, je ne parle pas sur le plan psychopathologique, mais sur le plan épidémiologique, c'était le psychosis screen, associé à des conduites d'agression. Il faut les deux pour être dans cette... Et le troisième, c'est un âge à peu près repéré entre 12 et 15 ans, c'est-à-dire la puberté. Ça diminue l'intensité après 16 ans et ce n'est pas encore le cas avant 10-11 ans. Voilà 3 caractéristiques majeures sur ce troisième groupe. Et j'ai rajouté par importance, là aussi politique et clinique, un troisième groupe, un quatrième, le troisième, le 3 bis. Il existe, il est moins nombreux que le 1 et le 2, mais des enfants ayant des capacités intellectuelles, affectives, de résilience et de capacités tout à fait exceptionnelles qu'il faut savoir repérer, accompagner et qui nous aideront beaucoup après dans nos liens avec les... Alors, dernière petite partie pour nous amener à être bien certains que nous venons, pédopsychiatrie et protection de l'enfance, d'une origine assez commune. Je n'ai pas fait la première partie du Moyen-Âge au 19e siècle, où il n'y a pas de pédopsychiatrie, c'est les pédagogues et les éducateurs qui s'occupent des enfants perturbés, des enfants posant problème, que ce soit sur le plan comportemental ou sur le plan... Et c'est qu'au début du XXe siècle que notre ancêtre pour la pédopsychiatrie, Georges Heuillère, va pouvoir poser les premiers jalons institutionnels de la pédopsychiatrie. Et ce que je veux vous dire, et qui est extrêmement fort comme histoire, comme référence historique, c'est que la clinique annexe de neuropsychiatrie infantile, il y a 100 ans exactement cette année, a été créée dans un foyer. L'hôpital n'en a pas voulu, et c'est dans un foyer que Georges Heuillère a pu faire accepter l'idée qu'on peut construire une institution soignante, c'est-à-dire un futur service de pédopsychiatrie. Il s'est construit dans un patronage, ça ne s'appelait pas encore le foyer, c'était un patronage pour enfants et adolescents abandonnés, vagabonds, délinquants, donc une espèce de groupe assez mal défini, ça s'appelait l'enfance irrégulière, il y a encore d'ailleurs une revue qui a ce sujet, et il a mis une trentaine d'années à ramener son activité vers l'hôpital qui a lâché contre un deal assez puissant, c'est que, ok, vous ramenez ce groupe-là, mais il faudra que vous occupiez aussi des enfants normaux. Et donc, c'est là où la pédopsychiatrie, je vous le dis sur ce ton, puisque ça a été très dur, ça a été une lutte pour ramener ce qui va devenir plus tard les enfants de la psychiatrie hospitalière. Il y avait eu, par les psychologues en particulier, avant même les CMPP, il y avait eu les CPP, centres psychopédagogiques, qui avaient commencé dans les années 30 à quelques psychothérapies à côté de pédagogues, mais la pédopsychiatrie n'était pas du tout constituée. Elle s'est constituée principalement d'abord auprès des enfants des foyers, c'est-à-dire des enfants abandonnés, des enfants avec des comportements perturbateurs. Si on peut passer à la diapositive suivante, je vous mets rapidement ce parcours de soins de Jean Genet, il y a 100 ans aussi, qui passe d'un espace à l'autre, pour vous dire quand même que sur le fond, les choses, sur l'esprit, ça n'a pas beaucoup changé. Jean Genet fut envoyé dans un centre d'apprentissage d'assistance publique, l'école d'Alembert dans Seine-et-Marne. Il devait apprendre la typographie, mais 15 jours après son arrivée, Genet s'enfuit, il fugue. Après un passage à l'hospice près de Nice, puis à l'hospice des enfants assistés, là on est dans le champ de la protection de l'enfance, à Denfert-Rochereau, il sera confié quelques mois à un musicien, c'est l'intégration et l'inclusion qu'il accuse de vol, puis quelques séjours en patronage, refoyer, puis à la prison de la Petite Roquette, et enfin à la clinique neuropsychiatrique Dr Heuillère. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on pouvait déjà passer du champ du soin au patronage et en passant par la prison. Si on peut, la diapositive suivante. Dernier élément qui nous rapproche très fortement
nous, pédopsychiatrie, et eux de la protection de l'enfance, eh bien entendu, notre corpus scientifique le plus spécifique, le plus fort, qui commence dans les années 40 du siècle dernier, avec bien sûr René Spitz pour l'hospitalisme, qui observe les effets de l'abandon, de la perte de la figure maternelle, ou bien sûr encore plus John Bowlby avec la théorie de l'attachement, qui a étudié principalement la biographie précoce, la petite enfance de 44 jeunes voleurs à Londres, pour lesquels il pourra montrer que tous les jeunes délinquants à Londres ont eu un passé de grande insécurité psychique. Les deux suivants, Anna Freud, avec ces très belles études sur les enfants sans famille, Infants Without Family, et bien entendu Winnicott, peut-être le plus connu de tous les quatre, avec la carence de soins et les liens avec la personnalité antisociale et la psychopathie. En France, 3 figures très importantes de la pédopsychiatrie sont passées par ces affaires de la protection de l'enfance. Michel Soulet, qui a largement écrit et qui s'est largement engagé auprès de ses enfants. Myriam David, bien sûr, ça a été son seul sujet, avec beaucoup d'héritage. Et Jenny Aubry, un peu plus tôt, dans les années 50, qui a travaillé dans des foyers avec une psychologue, Geneviève Appel, pour montrer que un enfant abandonné, multiséparé, est dans un état d'allure qu'avait décrit René Spitz, mais que par la psychothérapie, c'est réversible. C'est ce qui donnera cette poussée extrêmement forte, cet espoir extrêmement fort sur les psychothérapies dans les années 50 et 60 autour de ça. Finissons, c'est mon dernier point, finissons avec quelle solution pratique. Je vous ai dit que la psychiatrie humaniste avait besoin de la complexité, mais elle a besoin d'autres choses, la psychiatrie humaniste. Il faut certes qu'elle assume la complexité conceptuelle, mais, et là j'insiste beaucoup, qu'elle soit pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester à des concepts qui sont peu applicables, peu utilisables pour ceux qui pratiquent directement la vie et le soin et l'éducation de ces enfants. Il faut qu'il y ait quelque chose de tout à fait pratique et opérationnel. Complexité et opérationnalité, qui sont les deux jambes de l'humanisme. À mon avis, on pourra en discuter. Alors, trois axes pour arriver à ce projet presque mégalomane, celui de l'unification d'un secteur de l'adolescence, qui pourrait s'appeler le secteur de l'adolescence unifié, qui unirait pédopsychiatrie, protection de l'enfance, peut-être protection judiciaire de la jeunesse, 3 grandes instances publiques qu'il faudrait rattacher. Trois axes pour qu'ils travaillent ensemble, pour que nous travaillions ensemble. Il faut absolument une dynamique de recherche et d'enseignement durable et multidisciplinaire. Quand je dis durable, c'est-à-dire sans arrêt, pas question de faire une formation sur l'attachement une fois dans sa vie, puis une formation sur la faille narcissique, et puis enfin une formation sur la neurobiologie. Il faut notre champ de recherche est tellement immense, tellement large, tellement passionnant qu'il faut absolument que ceux qui s'engagent sur ce sujet s'engagent à pouvoir avoir des apports et à réfléchir toute leur vie. On ne peut absolument pas s'arrêter sur un de ces sujets en pensant qu'on a tout compris, que ce soit de la linguistique lacanienne ou de la neurobiologie. Donc ça, c'est absolument nécessaire que ça soit durable, coordonné, programmé ensemble. Et lorsqu'on met en place de la recherche clinique, je vous assure que ça permet aussi une recherche épidémiologique, ça peut être en sociologie, ça peut être en pédagogie, ça rapproche énormément les différents protagonistes, donc c'est très très utile. La deuxième, je ne sais pas si c'est la plus difficile, c'est la coordination intertutelle, et je n'ai pas mis le mot politique, mais en fait elle est politique. Il faut que l'État, par les ARS, s'engage à savoir qu'il va falloir mettre énormément de moyens pour ce groupe d'enfants qui sont les plus malheureux de notre pays, c'est-à-dire ceux qui ont rien ou pratiquement rien pu avoir, qui ont subi, et bien sûr qu'il va falloir mettre des moyens pour eux sur le plan de notre dignité éthique, mais sur le plan aussi purement pratique et purement clinique. Il faudra donc que l'État passe par l'ARS et que, pour que l'ARS soit à peu près d'accord, il va falloir que le département s'engage pareil, c'est-à-dire que deuxième instance politique, celle de la protection de l'enfance, il va falloir convaincre l'un et l'autre qu'ils ne peuvent pas faire l'un sans l'autre et que
l'investissement que les uns vont faire vont être suivis par l'autre camp, département et État, pour arriver à quelque chose de coordonné et quelque chose. Nous avons réussi à le faire à Marseille, j'ai réussi ensuite à le faire dans le Finistère, donc on pourra en discuter tout à l'heure. Et puis enfin, nous finirons par des protocoles de soins différenciés pour les 3 groupes. Pour le groupe 1, suivi simple, mais avec l'engagement d'un service de pédopsychiatrie, et je vous redis, on le discutera, c'est possible, dans quelques conditions qu'on pourra discuter, avec au moins pour le groupe 1, bien entendu, une rencontre, on va dire, annuelle avec un pédopsychiatre. Pour le groupe 2, va se poser la question de 2 choses. Le groupe 2, c'est les impulsifs temporaires, on va dire, que nous voyons très largement aux urgences ou dans les demandes très pressantes d'avoir un avis, une hospitalisation, et pour lesquels il faudra à la fois se poser la question des suivis spécifiques. Y a-t-il ou pas des suivis spécifiques pour ces enfants polytraumatisés sur le plan psychique? Est-ce que c'est du côté de la psychotraumatologie, du côté de la psychopathologie plus classique, y compris de la psychanalyse, du côté des TCC, du côté des thérapies interpersonnelles? Enfin, tout ça, on peut le discuter. Je vous donne un avant-goût de la réponse, c'est que pour travailler sur ces sujets avec ces enfants, il va falloir un artisanat intégratif extrêmement équilibré, extrêmement complexe, mais aucune, et ça je suis évidemment d'accord de le discuter avec vous, mais aucune technique n'a prouvé par elle-même, par elle seule, qu'elle pourrait régler le sujet de la psychotraumatologie complexe. Elle l'a tout à fait prouvé pour la psychotraumatologie aiguë, pour le psychotraumatisme aigu, elle l'a prouvé les TCC pour les troubles obsessionnels, ça a été prouvé, mais pour les troubles que je vous décris, il n'y en a aucune qui suffit par elle-même pour régler les affaires. Le numéro 3, je vais mettre d'accord tout le monde, sauf les pédopsychiatres, des lits de crise. Des lits de crise, c'est-à-dire il n'est pas possible d'imaginer une collaboration avec les collègues de la protection de l'enfance ou de la PJJ si nous n'avons pas du côté de la psychiatrie de quoi hospitaliser en urgence, à la condition expresse, on le prépare à l'avance, qu'une hospitalisation d'urgence pour crise s'arrête au bout de 3 jours. C'est-à-dire que ce qui n'est pas tenable du côté de l'hôpital et de la pédopsychiatrie, c'est des hospitalisations de crise qui durent 6, 8, 12 mois, ce qui arrive extrêmement fréquemment dans les hôpitaux et qui casse totalement après la collaboration. Et puis enfin, le dernier, c'est un dispositif que nous avons mis en place, donc je vous disais à Marseille, mais aussi à Brest, des dispositifs mixtes de soins et d'hébergement de longue durée, c'est-à-dire des endroits capables de supporter ce fameux tout petit groupe des grands incasables, parce que d'abord sur le plan de la morale et de l'éthique et de la dignité, je fais presque se chevaucher ces 3 termes, il n'est pas assumable pour nous de ne pas répondre à ces enfants qui sont totalement éjectés d'un endroit à l'autre. J'étais ce matin avec un garçon que nous avons pris dans notre dispositif de soins et d'hébergement de longue durée qui avait eu 27 placements en 18 mois, 27 placements différents en 18 mois, et c'est évidemment inenvisageable d'imaginer la moindre psychothérapie, le moindre traitement, bon, il faut un chez-soi avant tout. Les adultes l'ont fait. Housing First, c'était leur slogan tout à fait utile. Il faut le faire aussi en politique de l'enfance et de l'adolescence. Il faut qu'ils aient un lieu de vie d'abord qui sait tolérer la violence et qui sait tolérer la pathologie mentale. Il n'y a qu'une solution pour ça. Un nombre très élevé d'éducateurs au quotidien par enfant. Chez nous, c'est 3, enfin, en équivalent temps plein, c'est 3 équivalents temps plein pour une place. Et à ça, c'est pas fini. À ça, vous ajoutez une équipe de soins quotidienne, enfin, qui passe au quotidien pour s'occuper de ces enfants. C'est la seule façon d'éviter l'hospitalisation pendant 6 mois. Voilà. J'en finis avec ça. Donc, j'en finis avec une phrase. Ce secteur de l'adolescence unifiée, je vous propose très simplement d'en discuter avec vous et de vous dire, de vous transmettre que c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose que nous avons fait
avec une petite acrobatie, une petite pirouette presque ironique. Une fois qu'on est unifié, le problème, c'est de savoir qui commande. Voilà, c'est ça la grosse difficulté à la fin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume. C'était à la fois instructif, bien sûr, mais en même temps troublant et passionnant. On va voir avec Vincent et Théodore les questions qui sont remontées. Moi, le chat ne s'affichait pas, donc je vais découvrir avec vous deux, Vincent et Théo, ce qui a été proposé par nos collègues. Mais peut-être d'emblée une question, me semble-t-il, Guillaume. Est-ce qu'on aurait aujourd'hui les techniques, les méthodes, les capacités de soins, le personnel, la formation? Est-ce que la question, elle est essentiellement systémique, on va dire structurelle, pour répondre à cette discontinuité des structures, lieux d'accueil, personnes qui prennent en charge, etc. Est-ce que c'est essentiellement cette question-là aujourd'hui ou est-ce que c'est aussi des compétences pour accompagner ces jeunes? Je crois qu'il faut trois éléments. Il y a évidemment une insuffisance de moyens, on va dire de moyens objectifs. Bien sûr, plus de places en foyer, en famille d'accueil et quelques lits d'hôpitaux en plus, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, comme tu viens de l'évoquer, qu'il y ait un travail de formation, et c'est ce que je voulais évoquer, c'est qu'il faut qu'il soit durable. Il y a peu d'éducateurs, peu de psychologues, peu de psychiatres qui sont spécialisés sur ce thème-là, en gros de l'adolescent très traumatisé qui a des conduites à risque. C'est quand même quelque chose de globalement pas très gratifiant, très difficile, très effrayant la plupart du temps. Donc il faut arriver vraiment autour de l'enseignement, des formations, bien sûr, à la fac, mais c'est surtout après. Donc ça, c'est le numéro 2. Et puis après, il y a cette poussée, cet engagement très politique pour arriver, si vous voulez, à ce qu'on se fasse confiance. C'est pour ça qu'effectivement, les moyens ne suffiront pas. Bien sûr qu'il en faut, mais ça ne suffira pas. Donc c'est beaucoup plus systémique, tu as raison, et c'est en miroir aux difficultés de notre société actuelle, hein, qui est quand même très morcelée, très radicale, et très craintive quand même. Mhm. Parce que si on ajoute l'institution éducation nationale, qui doit aussi avoir sa place dans l'ensemble de ce dispositif, on voit bien à quel point les problèmes de coordination et de coopération Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais sont pour prégnants. être un peu positif, oui, mais regardons les progrès quand même qu'a fait l'éducation nationale en 30 ans sur l'intégration du handicap, sur le mieux comprendre le TDAH, mieux comprendre l'autisme, je crois qu'il y a eu de jolis progrès quand même sur un champ de la pédopsychiatrie, qui sont les TND, même s'ils sont insuffisants, même si on peut en attendre plus. Je crois qu'il faudrait cette même poussée du côté de l'enfance maltraitée, même s'il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une maladie en soi. C'était un des problèmes éthiques de ce qu'ils ont fait aux États-Unis avec le Behavioral Healthcare System à la place du Child Welfare System. Il faut faire attention. Certains de mes collègues au Conseil national de la protection de l'enfance plaident pour que l'enfance maltraitée soit en soi une maladie. Moi, je suis plus réservé. Il y a une bonne partie de nos enfants et des adolescents qui ont été maltraités qui arrivent à s'en sortir sans passer par la pathologie, sans passer par le... Voilà. Donc, il faut que ce sujet d'enfance maltraitée, il faut peut-être que le politique voit les désastres que ça peut causer, y compris sur le plan des moyens financiers. Hein, j'ai dit tout à l'heure, là, sur le social, la désocialisation, évidemment, ou la psychiatrisation extrêmement de longue durée. Donc, il faut ce portage et un énorme portage politique pour arriver à considérer l'enfance maltraitée comme un sujet très général et systémique de notre société. Très bien. Vincent et Théodore, peut-être avant de vous donner la parole, proposer les deux publications récentes hein, qui nous ont fait découvrir les travaux de Guillaume Bronsard. Le premier, la santé mentale des enfants placés, c'est le thème de ce soir, donc avec Nathalie Bruno, qui est psychologue au CHU de Brest, qui ne pouvait pas être présente.
et on le regrette, mais voilà, c'est important qu'elle le soit à travers la présentation. Et puis l'enfance dérobée, qui est plus récent. Voilà, les deux ont été publiés chez RS, mais là je vois dans la couverture que c'est Non, le deuxième, c'est chez First. Et First le Edition, troisième et le est premier peut-être chez moins RS. pour Voilà. notre public. Pour notre public qui nous écoute, avec qui on discute ce soir, c'est plus le premier. Le deuxième est plus grand public. Très bien, Celui-là est plus technique. très bien. Merci. Donc Vincent et Théodore, les questions? Oui, merci beaucoup. Beaucoup de retours du chat sur votre présentation. Beaucoup de constats justement enfin, les gens mettent un peu en avant les manques de moyens, les difficultés aussi, et les difficultés de coordination. Et donc, bah, c'est une question un peu large, mais qui demande un peu comment vous avez fait justement pour la mise en place de vos dispositifs, que ce soit à Marseille ou en Bretagne. Comment vous avez... Alors, ça partait d'une grande frustration personnelle qui était ce renvoi indigne que la psychiatrie faisait au social et que le social faisait à la psychiatrie. Les uns disant non, il est mal éduqué, c'est un délinquant, les autres disaient que c'est un malade qu'il faut soigner. Donc cette espèce de quasiment de honte, quoi, hein, de notre incapacité. Et euh, une fois passé le côté émotionnel, on a commencé simplement par une étude épidémiologique qui a donné les chiffres que je vous ai donnés il y a une quinzaine d'années. Et c'est avec ça ensuite qu'on a pu convaincre les politiques, c'est-à-dire d'abord le président du département. Je pense que c'est... Enfin, là, je parlais déjà en tant que chef de service de pédopsychiatrie. Mais une fois que le chef de service de pédopsychiatrie est convaincu de l'intérêt pour lui, pour la discipline, mais aussi pour la protection et puis évidemment pour les enfants, eh bien, il faut qu'il aille convaincre le directeur de l'ASE, puis le président du département. C'est pas toujours si compliqué que ça à les voir, surtout qu'ils sont régulièrement en crise autour de ces enfants-là, donc ils sont à l'écoute quand même. Et la méthode presque cynique, c'est de leur montrer à quel point c'est en fait économique, parce que c'est vrai que ce petit foyer pour 5 personnes, c'est des tarifs autour de 1 000 euros par jour, c'est-à-dire 5 fois plus qu'un placement ordinaire. Mais 5 fois plus qu'un placement ordinaire pour 5 enfants, en fait, c'est pas grand-chose sur le plan du budget annuel, si vous voulez. C'est comme s'il y avait 5 fois, c'est comme si au lieu de 5 enfants, il y en avait 25. Population du Finistère, c'est ASE, ben, c'est 2500 enfants. Si on en rajoute 20, c'est quand même pas un. Et donc, c'est cette démonstration-là que le surcoût est certes par tête immense, mais à l'échelle départementale, c'est pas grand-chose. Et par contre, les économies produites en termes de passage aux urgences, droit de retrait, fermeture des foyers, etc., est assez facile à imaginer. Bon, après, il faut le prouver, il faut qu'il fasse un pari, c'est expérimental, hein, bien entendu, mais je vous assure que cet argument, c'est-à-dire certes c'est cher, mais pour un très petit nombre d'enfants, très petit, hein, des grands incasables, c'est autour de 10 pour une population d'1 million d'habitants, donc c'est pas beaucoup quand même. C'est très très vite, là je parle comme un marchand, je suis désolé, mais c'est très vite rentabilisé en fait. Oui. Mais c'est le discours du politique, donc ça qu'il faut Oui. aussi jouer avec cette sémantique. Merci. Une question sur la question qui est revenue plusieurs fois sur la prostitution. Quel pourcentage, quelle cause, quelle solution Dans les foyers. dans les foyers? Sur la cause, c'est la réponse la plus évidente. Le pourcentage est beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que personne ne le dit, en fait. Donc, mais je vais vous répondre un petit peu après. Sur les causes, ben, c'est la corrélation avec les abus sexuels de l'enfance est absolument immense. Est absolument immense. C'est-à-dire que c'est pas un signe pathognomonique. Il ne suffit pas d'avoir été abusé pour se prostituer. Mais la co-occurrence de ces deux phénomènes avec un lien psychopathologique tellement évident sur le fait d'arriver, ce sont des jeunes filles, parfois aussi des garçons, hein, et parfois, enfin, c'est même assez souvent aussi des garçons, même si c'est majoritairement des filles, qui étaient arrivés très tôt dans leur enfance à sortir de leur corps, à ne plus arriver à ressentir ce qu'on ressent par un acte imposé, et donc cette facilité d'exister avant et après l'acte facilite justement cette. Et puis, bien entendu, à chaque fois, c'est quand même, elles ne sont pas seules, c'est-à-dire qu'il y a une organisation absolument immonde autour des foyers, autour de ça. Voilà, ça existe. Il y a eu quelques reportages. En général, je suis plutôt
malheureux des reportages de France Télévisions, de M6, puisque ça donne une dépressivité du côté de la protection de l'enfance qui est difficile à dépasser. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de la protection de l'enfance qui nous écoutent, mais ces 10 ans de reportages ont fait diminuer le taux de recrutement en protection de l'enfance et qu'il faudrait quand même montrer aux médias, à force de dire que c'est horrible de travailler là-dedans, ben, il n'y a plus personne qui veut y aller. Donc c'est quand même très, très, très dommage parce qu'il y a de très belles réussites, il y a de très belles, des liens très forts qui se créent avec ces enfants. C'est vraiment extrêmement dommage. Donc la prostitution, ça a été médiatisé, ils ont eu raison. Et sur les pourcentages, je crois qu'une bonne partie, les enquêtes sociologiques sont difficiles ou même psychologiques sont difficiles parce que je pense que c'est même pas tout à fait conscient en plus. C'est-à-dire que si vous demandez directement à cette jeune fille qui s'est prostituée hier, t'es-tu prostituée, elle te dira non. Non pas en te mentant de peur d'être condamné, sanctionné, etc. C'est-à-dire que je pense en plus qu'il y a une espèce de déni qui est assez... donc, ce qui rend la mesure et l'évaluation du pourcentage très, très difficile. Merci beaucoup. Une dernière peut-être question, parce qu'on arrive à la fin de notre rencontre. Beaucoup de... Pardon. Il y avait aussi beaucoup de retours sur les... Est-ce qu'il y a des comparaisons et des études qui ont été faites sur les enfants qui sont placés en famille d'accueil versus en foyer, ceux qui sont maintenus aussi dans leur milieu initial? Il y en a, l'ONPE pratique, et puis elle fait aussi beaucoup de très belles revues de la littérature internationale, mais il y a un gros problème de comparabilité. Les profils d'enfants sont peu comparables. Ce qui t'amène vers une famille d'accueil ou vers un foyer, finalement, c'est plus les places libres Oui. que la réalité d'une bonne indication. Donc, ça rend, si vous voulez, les comparaisons peu probantes sur le plan scientifique parce que vous n'arrivez pas à avoir une population qui se ressemble d'un côté à l'autre. Alors, ça ne marcherait que pour des placements de très longue durée, c'est-à-dire des placements très précoces. On a ça justement avec les foyers, les familles d'accueil thérapeutiques, hein, Mm. qui existent et qu'il faudrait vraiment développer, Mm. notamment à Poitiers, où il y a des placements qui durent justement 15-18 ans, où là, on peut faire effectivement des études. Il y a eu des études portées par mes collègues là, d'Angers qui ont fait après le programme Pégase, où ils sont arrivés quand même à montrer des améliorations, non pas en différence famille d'accueil ou foyer, mais en délai de prise en charge, c'est-à-dire plus la prise en charge précoce, meilleur est le développement. Bon, c'était peut-être une évidence depuis Spitz, Winnicott et Bowlby, mais en fait, c'est pas si simple que ça à faire passer. Donc, il vaut mieux avoir des chiffres actuels que de dire que ça a été dit il y a 70 ans quand même. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait des études valables qui comparent le développement famille d'accueil versus foyer parce que les populations sont beaucoup trop non comparables. Même si justement le placement est un petit peu aléatoire et dépend effectivement des places libres au moment du placement, justement, ça donne un Où il y a une aléatoire. politique, depuis qu'elles sont départementales, c'est pour ça que beaucoup plaident pour un retour de placement géré par l'État, hein, donc les enfants de la DAS et plus les enfants ou de l'assistance publique, comme c'était jusqu'aux années 60, et plus les enfants de l'ASE, c'est-à-dire pour que ce soit l'État qui égalise un petit peu les disparités territoriales. Bon, c'est en débat. Ouais. Est-ce que on peut terminer sur une explication, parce que je pense que pas mal de nos collègues qui sont connectés se posent la question de la psychotraumatologie complexe. Oui. On en parle de plus en plus et peut-être éviter les mauvaises représentations. Est-ce que voilà, tu peux nous l'expliquer rapidement? Alors, sur le psychotrauma complexe, donc c'est vraiment un concept qui est débattu depuis les années 80, avec une dimension qui était aussi très pragmatique, un petit peu politique aussi, hein, années 80, où les vétérans du Vietnam ont aux États-Unis leur syndrome, le PTSD, qui leur permet remboursement de leurs soins. Les femmes battues ne l'ont pas, et donc, mais comme elles ont un syndrome qui est beaucoup moins bien défini que le PTSD classique, hein, que le psychotrauma aigu, eh bien, on essaye d'ajouter un peu de dépressivité, un peu de culpabilité, un petit peu de... Et ça donne le psychotrauma de type 2 ou le psychotrauma, voilà, le psychotrauma de type 2. Mais il est beaucoup plus difficile à qualifier, il est beaucoup plus difficile
à isoler. Donc sur le plan nosographique, il est beaucoup plus embêtant en fait ce syndrome, ce qui rend d'ailleurs les comparaisons thérapeutiques beaucoup plus difficiles. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. La deuxième chose, c'est que pour mesurer un psychotrauma complexe, chez un enfant en particulier, il faut eh bien, que l'enfant ait à sa conscience le trauma qu'il a vécu. Et lorsqu'un enfant a vécu un trauma chronique, c'est-à-dire de 3 à 7 ans, j'ai été abusé une fois par semaine par un oncle, un frère, un père, il est très difficile pour l'enfant d'isoler mentalement, si vous voulez, ce phénomène qui en fait le constitue, de l'isoler comme un phénomène extérieur à lui sur lequel il faudrait travailler, puisque toutes les psychothérapies après centrées sur le trauma ont besoin d'isoler le trauma. Et c'est évident pour un accident de voiture, pour un attentat terroriste ou pour un crime de guerre, où là c'est assez conceptualisable, c'est mentalisable. Mais lorsque le psychotrauma est complexe, répété, durable, chronique pendant l'enfance, c'est un exercice mental extrêmement difficile à faire, ce qui fait buter, si vous voulez, les pratiques, genre EMDR, etc., sur ça. Alors, encore une fois, on la pratique, hein, on a une unité spécialisée dans le psychotrauma complexe et on utilise le MDR, mais on ne l'utilise jamais de façon, ni en première intention et jamais de façon isolée. Voilà, il y a un gros travail de sécurisation, alors c'est prévu dans le MDR, mais un gros travail de sécurisation avec des foyers qui rend la chose très au-delà des approches un peu protocolisées, simples qu'on peut avoir pour le PTSD. Voilà, c'était ça ma position sur le psychotrauma. D'où le débat un petit peu actuel, en tout cas plus médiatisé dans le milieu professionnel, autour du diagnostic différentiel avec l'autisme notamment, où la part C'est encore un du autre. trauma, Oui, oui, la oui. part du psychotrauma dans Oui, oui, l'expression oui, oui, autistique, oui, on va oui. dire. Ouais. Et le problème, ce que j'évoquais tout à l'heure, comme c'est les deux seuls diagnostics de la nosographie qui présupposent une cause, TND c'est le neuro et psychotrauma c'est le trauma, eh bien il y a une tendance très forte à vouloir cliver, c'est l'un ou l'autre, alors qu'en fait tu peux très bien avoir l'un et l'autre. D'accord, ouais. C'est-à-dire que le TND n'a jamais protégé la maltraitance et le traumatisme psychique a un impact neurologique, évidemment, tout à fait reconnu et qui, lorsqu'il y a une fragilité préalable, eh bien, aggrave ça. Donc, c'est pour qu'on garde cette complexité des deux approches, organogénèse et psychogénèse, pour qu'on ne les trie pas de façon stricte et simple, quoi. Merci infiniment. De votre côté, Vincent et Théo, c'est bon? Ça ira? Oui, c'est Hein, bon. on a débordé un petit peu. Oui. Voilà, bah, Guillaume, c'était absolument passionnant et plaisant de se revoir dans ces circonstances. Merci à toi. Voilà, la rencontre est vraiment très sympathique ce soir, très instructive. Tout ça pour ceux qui sont avec nous, voilà, pourra être revu en replay dès demain. Le PDF téléchargé. Et puis voilà, j'espère qu'on aura des suites de cette rencontre, notamment autour de ce projet du secteur de l'adolescence unifiée où il faudra qu'on soit peut-être nombreux professionnels à pouvoir engager les pouvoirs publics et permettre que ça émerge et que ça se généralise en tout cas. Hein. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, donc Guillaume, merci Vincent et Théodore. Et ben, on va se donner rendez-vous dans un peu plus d'un mois après les fêtes avec Stéphanie Van Wallegem, Apprivoise ta colère. Écoutez, je vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus. Et c'est organisé par l'équipe. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes. Merci pour votre fidélité. Merci pour les messages d'encouragement que vous nous envoyez, les remerciements. Et puis, donc, ben voilà, passez de bonnes fêtes et donc à très bientôt. Bonne fête à tous, Au merci. revoir, bonne fête.